Voilà, deuxième partie de cette matinée. Il va nous falloir une seule chose vraiment importante, c'est une assise. Une assise stable, une assise confortable, une assise soutenable. Bon, il n'y a pas de mot en français, durable, on va dire. Donc il faut que le bas du dos soit droit. Vous pouvez toucher votre bas du dos, c'est pas si facile de le redresser dans certaines positions. Il faut qu'il soit droit et sans effort. Ok, que le bas du dos soit droit et sans effort. Donc avant de commencer cette séance de pranayama, où on va parler du pranayama, qu'est-ce que c'est, comment on fait, combien de temps, combien de fois par jour, on va d'abord choisir vraiment notre assise. Donc, je vais passer en revue un petit peu rapidement, parce que peut-être vous les connaissez bien, mais quand même. Les postures assises qu'on a l'habitude de voir. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle en général Sukhasana, la posture confortable, qui est en fait tibia posé sur les pieds, plutôt pieds flex, et les deux genoux doivent être à la même hauteur. D'accord? Donc, peut-être que je ne suis pas bien placé, mais voilà. Donc, Sukhasana, c'est vrai que c'est confortable, mais il y a un gros inconvénient, Fabienne, c'est que. Tu pas encore ton micro? Ok. C'est que les deux genoux sont hauts par rapport au bassin. D'accord? Donc, le problème de Sukhasana, c'est que les deux genoux sont hauts par rapport au bassin, et donc le bas du dos, il va avoir tendance à s'arrondir, puisque le bassin, il va être poussé vers l'arrière. D'accord? Donc la solution pour bien faire Sukhasana, c'est souvent, pas toujours, hein, il y a des gens qui ont le dos très droit, en particulier certaines femmes qui ont eu plusieurs enfants et qui ont une hyperlordose. Donc ça, c'est plutôt un avantage dans cette posture. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir le dos rond, qui ont tout le temps le dos très cambré, et donc elles vont dire, bah, il n'y a pas de problème, non, non, moi je suis bien dans cette posture. Alors tant mieux. Mais si vous avez un bas du dos un peu, bah, disons, normal, qui s'arrondit, ça peut beaucoup aider de faire cette position jambes croisées sur un bloc. Tout simplement, plutôt un bloc en mousse, que ce soit pas trop dur, que vous fassiez pas mal aux fesses, quoi. Ils ont tous les avantages, ces blocs mous, hein. Donc ça, c'est pour la position jambes croisées. Ensuite, si vous avez une très bonne ouverture des hanches, ça veut dire si vous êtes capable de faire ça, On en fait, peut. hein. Si vous êtes capable d'ouvrir vraiment les hanches en Baddha Konasana, à ce moment-là, vous êtes mûr pour un demi-lotus, c'est-à-dire un pied au-dessus avec talon contre le ventre, un pied en dessous, et moi j'aime bien poser le tibia sur la plante du pied, opposé. Alors là, vous allez me dire, bah, tes genoux, ils ne sont pas à la même hauteur. C'est vrai, et c'est aussi vrai dans le lotus d'ailleurs, hein. Dans le lotus, on n'a pas les deux genoux à la même hauteur. Il y a un genou qui est plus bas que l'autre, et c'est pas grave du tout. L'important, c'est que le bassin soit bien appuyé sur le sol, que je ne sois pas sur une fesse. Oui, ça, c'est sûr que ce serait un problème. Ok, donc le lotus, je vous le déconseille pour les genoux. Mais par contre, si vous avez une très bonne ouverture des hanches, vous pouvez faire le demi-lotus. Attention, si des douleurs dans les genoux, surtout l'intérieur des genoux, apparaissent, il faut tout de suite, le suspect, ça va être le demi-lotus, hein. Donc il faut faire attention. Pied droit ou pied gauche, comme vous préférez. Voilà. Donc, ça, c'est déjà deux options, jambes croisées ou, Fabienne, je vais couper ton micro, recouper. Voilà. Sauf si tu as une question, hein. Et si on revient sur un bloc, ou même sur deux blocs, hein, pour vos élèves qui sont pas à l'aise au niveau des genoux. Donc si on revient sur un bloc, il y a une posture très belle à faire, à tenter en tout cas, c'est le Siddhasana sur un bloc, c'est un talon. Alors, je ne vous dis pas talon droit ou talon gauche. Traditionnellement, on voit plus souvent le talon gauche en premier, mais voilà, il faut vous sentir vraiment à l'aise. Un talon contre le bloc et le talon pousse contre le périnée, ce qui est décrit des fois comme Mula Bandha, donc avec mais ça on en reparlera peut-être une autre fois. Les deux talons l'un devant l'autre, voilà. Et là c'est super. Et même si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre le pied du devant dans le pli, là. Et là on a la posture finale qui est très agréable comme ça. Et Siddhasana est beaucoup plus difficile sans le bloc. Si vous faites Siddhasana sur le sol, vous allez voir que pour tenir le dos droit, c'est difficile. Voilà. Et toujours sur un bloc ou sur un coussin ou sur un support, en tout cas, on peut amener les deux pieds vers l'arrière. Donc ça, c'est Virasana ou bon, Vajrasana si on est assis sur les talons, mais restons sur le bloc. Ça peut être aussi sur deux blocs si vous avez des élèves qui sont vraiment pas à l'aise et vous ne savez plus comment les asseoir sur le sol. Assis sur deux blocs, on dégage un petit peu les mollets sur les côtés, on tire un petit peu comme ça. Les pieds le long du bloc derrière, les cuisses qui se touchent. Pas besoin d'amener les genoux ensemble, sinon vous contractez les adducteurs. Et franchement, ça sert à rien. Et là, vous êtes très très bien sur un bloc ou sur deux blocs. Voilà. Alors c'est tout ce que je voulais vous montrer. Après, il y a des postures plus marginales qu'on voit en deuxième année de formation, un peu plus étranges, des fois, avec un pied devant, un pied derrière, etc. Mais souvenez-vous de Sukhasana, jambes croisées,
Siddhasana avec un talon sous le périnée, l'autre talon devant, plutôt assis sur un bloc. Et Virasana accroupi. Voilà, là vous avez déjà un bon petit catalogue pour trouver dans ces postures, la posture qui vous convient pour la méditation et le pranayama. Voilà. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi une autre posture que je voulais vous montrer, c'est celle qui est des fois décrite comme Svastika Asana. Alors j'ai un pied en demi-lotus, mais pas trop serré et un petit peu dans le pli, là. Le pied du dessus est dans le pli. Le pied du dessous, je vais aller le chercher comme ça et je vais le tirer un petit peu dans l'autre pli, comme ça. Ça peut être très très confortable, ça, Svastika Asana. Et il y a même une variante où j'ai le pied du dessus qui est dans le pli et le pied du dessous qui reste posé par terre. Voilà. C'est une posture un petit peu hybride, comme un demi-lotus très desserré, avec le pied du dessous posé, ou alors vous allez le chercher, vous le tirez un petit peu dans le trou. Voilà, Svastika Asana. Moi, c'est celle que je vais choisir moi pour ce matin. Mais vraiment, sentez-vous libre. L'important, c'est les deux conditions. Le dos est droit, première condition, et sans effort. Le dos est droit sans effort. Voilà, alors ça c'est pour l'asana, l'assise. J'ai vu qu'il y avait, hier j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait le mot assiette. Oui, c'est vrai, l'assiette d'un avion, l'inclinaison, ça vient aussi de la racine sanscrite as. Et d'ailleurs, quand on dit ah, je suis pas dans mon assiette, ça veut pas dire je suis pas dans mon assiette pour manger, quoique il y a un lien entre l'ustensile de cuisine assiette et l'assiette, c'est l'assise. Je suis pas dans mon assiette, ça veut dire je suis pas dans mon asana en fait. Et en sanskrit, c'est la racine as qui veut dire une assise, une assiette au sens voilà, mon inclinaison, une bonne assise. C'est voilà, un nouveau mot qui vient de la racine sanscrite as. Donc asana, une assise, à la base. Toutes les postures viennent de la posture primitive de la méditation, hein, posture assise. Voilà, c'était un peu long, mais vous avez trouvé votre assise. Et maintenant, on va parler un petit peu du pranayama. Donc pranayama, deux mots. On sait que c'est prana, on sait ce que c'est. Ayama, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs interprétations possibles. Prana, c'est l'énergie vitale du corps. C'est déjà assez difficile à définir. Mais disons que le prana, c'est la force de vie en nous. Et concernant cette force de vie, c'est pas juste qu'il faut en avoir le maximum pour être très très vivant. C'est pas ça. Le prana, il faut surtout, dans l'esprit du yoga, arriver à le stabiliser, à le canaliser, à le tranquilliser, et voire même à le faire devenir complètement silencieux, complètement immobile. Ok, donc le prana, c'est cette force de vie, mais qui se gaspille, qui s'agite inutilement, qui fait qu'on a besoin de beaucoup respirer, de beaucoup manger, de beaucoup penser, de beaucoup parler, de beaucoup téléphoner, de beaucoup sortir, voir tout le monde, de beaucoup bouger en fait. D'accord? Donc le prana, quand il est agité, il nous fait, il y a tout qui s'agite, quoi. Et du coup, on est beaucoup plus fragile, en fait. On a l'impression qu'on est fort parce que quand on voit beaucoup de gens, qu'on fait des soirées, qu'on boit, qu'on s'amuse un peu, on est bien entouré. Mais au fond, au niveau vraiment personnel, si on est touché par exemple par la maladie et tout ça, alors c'est bien d'être entouré, hein, attention. Mais on n'est pas vraiment stable et du coup, on est susceptible on est esclave de notre mental, en fait. Quand le prana est agité, le mental est agité, ça veut dire qu'en fait, s'il est agité, c'est pas par hasard, ce mental, c'est qu'on lui donne à manger, c'est qu'on croit au film. Vous êtes à fond dans le film, et plus vous êtes dans le film, plus le prana il s'agite, plus il vous prend, plus vous êtes dans le film de vos pensées, jour et nuit, sauf en sommeil profond, mais dans les rêves et dans l'état de veille. Maintenant, l'état contraire, c'est un état où le prana, cette énergie vitale, devient beaucoup plus stable, et alors vous retournez tout ce que j'ai dit dans l'autre sens, et vous avez moins besoin de parler, vous avez moins besoin de manger, vous avez moins besoin de dormir, parce que du coup, vous consommez moins d'énergie. Vous avez moins besoin de sortir, vous avez moins besoin de téléphoner, peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être moins de gens qui téléphonent maintenant parce qu'on s'écrit tout le temps. Et surtout, pour le pranayama, on a moins besoin de respirer. C'est ça qui est très surprenant. On en vient au mot ayama, c'est aller vers le contrôle. Ayama. C'est pas le A privatif. J'ai vu des fois les gens qui disent bah non, c'est l'absence de contrôle. Non, ça c'est plus l'imagination. C'est ayama, c'est aller vers le contrôle. Yama, c'est le contrôle, et ayama, c'est aller vers le contrôle. Aller vers le contrôle de cette énergie, c'est arriver petit à petit à la calmer, tout simplement, à la tranquilliser. C'est encore une histoire de détente. C'est rien d'autre que de la détente. Finalement, tout le yoga, c'est ça. J'ai vu
j'ai lu un entretien avec le sage Swami Pragnanpad il y a quelques jours. Puis j'ai ouvert le livre au hasard et j'ai trouvé une question très intéressante. C'est un disciple qui demande au maître Swamiji, et j'ai l'impression que finalement tout le message de la spiritualité, c'est chasser les tensions. Et Swami Pragnanpad, il lui répond, c'est exactement ça. Bravo, c'est tout à fait ça. C'est exact. Voilà, donc tout le message de la spiritualité, là, il y a les Védas, le Vedanta, les Upanishads, le truc, il y a des dizaines de bibliothèques qu'on peut remplir avec. Mais finalement, ça pourrait se résumer à chasser toute tension. Alors attention, parce que les tensions, elles sont bien cachées dans le mental. Aller vers le contrôle du prana, aller vers la disparition finalement des mouvements du prana, la disparition des fluctuations du mental, le Chittavriti pour Patanjali, et puis la suspension du souffle. Donc on apprend à bien respirer pour finalement moins respirer. C'est Kumbhaka, la rétention. Voilà. Mais la première étape, c'est bien respirer. Alors, je vous propose de faire un crash course de pranayama, un petit peu concentré. On va apprendre dans le même cours à bien respirer et à ne plus respirer. Mais gentiment, et doucement. Donc, je vous propose de prendre vraiment par le début. On va mettre les doigts autour du ventre. Alors, bien sûr, si vous êtes prof de yoga, peut-être ça. Mais bon, peut-être pour la manière d'enseigner, la manière de ressentir les choses. Et vous allez faire une cage avec vos doigts autour de votre ventre. C'est déjà très agréable comme exercice. Et en expirant par le nez, vous sentez le ventre qui se rétracte. Vous pouvez l'aider un petit peu avec les doigts. Poussez un peu le ventre vers l'intérieur. Compression des organes abdominaux. Et en inspirant, vous relâchez les abdominaux. Vous avez le ventre qui va avancer. Et expirez. On rentre. Inspirez, le ventre va s'ouvrir légèrement. Pas énorme, pas une grosse boule. Hein. Et vous allez voir qu'on va aller très très loin dans cet art de respirer. C'est vraiment un art. Hein. Il faut beaucoup de technique finalement et beaucoup de sensibilité pour bien respirer. On va rajouter déjà deux petites choses. Juste avec cette respiration abdominale, quand vous expirez, vous contractez un petit peu les abdominaux et vous allez serrer un petit peu, contracter un petit peu le périnée et l'anus en fin d'expiration. En même temps, vous contractez les abdos. Puis en inspirant, vous relâchez tout. Le ventre avance et en expirant, le ventre recule. La gorge, c'est ce fameux A chuchoté en inspirant et en expirant. Toujours bouche fermée. Un A chuchoté en inspirant et en expirant, bouche fermée. Ça devient un peu compliqué, mais vous avez compris que c'est la petite contraction de la gorge. Contraction de la gorge, respiration abdominale, on presse un peu le ventre vers la colonne vertébrale en expirant, le dos reste toujours droit. À la fin de chaque expiration, vous pouvez contracter un peu le périnée et l'anus, comme si vous resserriez un point avec tout dedans, périnée, anus et bas-ventre. Et puis maintenant, sur les inspirations, vous allez résister un petit peu avec la sangle abdominale. Ça veut dire que, oui, vous laissez le ventre s'ouvrir un peu, mais ensuite vous mettez une limite. Alors là, c'est la limite, c'est le mur abdominal. Et en expirant à nouveau, vous tirez le ventre vers l'arrière. Donc, je répète, en inspirant, vous laissez le ventre s'ouvrir, mais vous mettez une petite limite. La sangle abdominale va se contracter à nouveau. C'est une pression qui augmente un peu dans le haut de l'abdomen, dans le haut du ventre. Et en expirant, vous ramenez le ventre vers l'arrière. De plus en plus subtil. En inspirant, en fait, le diaphragme descend, il compresse les organes abdominaux. Vous mettez une limite avec la sangle abdominale, ça va accroître la pression intra-abdominale, massage des organes abdominaux. Sentez cette pression un petit peu. Et en expirant, pardon, vous allez laisser le diaphragme remonter, le ventre recule. Et pour cette respiration, on va lever un tout petit peu les mains, vous allez toucher les côtes flottantes. Un tout petit peu plus haut, les côtes qui sont libres, là, qui ne sont pas reliées au reste du thorax. Et vous allez voir que quand vous mettez une limite à l'inspiration abdominale, ça commence à s'ouvrir là-bas sur les côtés, un petit peu. C'est ce que certaines personnes appellent
la respiration diaphragmatique. Mais en réalité, toute respiration avec le ventre est toujours diaphragmatique, hein, parce que ce n'est pas la cage thoracique qui fait l'appel d'air, mais le diaphragme. Donc quand vous inspirez, le ventre avance, vous mettez une limite dans le mur abdominal, et vous sentez l'étirement qui monte dans les côtes flottantes, qui vont s'ouvrir un peu sur les côtés. On appelle ça un mouvement, bon, bref, un mouvement en anse de saut. Et puis en expirant, les côtes se referment un petit peu, le ventre recule, et vous pouvez même contracter le périnée et l'anus. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a au moins une dizaine de choses déjà. C'est pas encore vraiment la respiration thoracique, parce que vous n'avez pas mis en mouvement ça, le gros thorax. Mais c'est le ventre, en inspirant, puis je résiste, et les côtes flottantes s'ouvrent. Et c'était pas inintéressant de tout reprendre depuis le début, hein. Et en expirant, à la fin de l'expiration, vous pouvez contracter un petit peu le périnée et l'anus. Et contracter un petit peu les abdos. Il y a deux moments où les abdos se contractent un peu, en toute fin d'expiration et en toute fin d'inspiration, enfin un peu avant la fin de l'inspiration, je résiste avec les abdos pour faire monter l'étirement dans les côtes flottantes. Alors, sachez qu'on appelle des fois ça la respiration diaphragmatique. En fait, c'est la respiration, moi je préfère la dénomination d'André von Lisbeth, respiration abdominale avec sangle abdominale contrôlée. Voilà, c'est bien, ça décrit bien le processus. Et du coup, les côtes flottantes, bah, elles s'ouvrent parce que c'est la seule partie qui arrive à s'ouvrir quand il y a un accroissement de la pression dans les abdos. Maintenant, vous allez monter les mains comme une cage encore un peu plus haute, avec les index qui sont sous les pectoraux. Et là, on va tout faire comme on a fait jusqu'au début. Début d'inspiration, le ventre avance, puis vous résistez un peu avec les abdos, ça s'ouvre au niveau des côtes et vous continuez à ouvrir avec la cage thoracique tout entière qui s'ouvre comme un grand parapluie. Vous pouvez même monter un peu les épaules, ça ne me dérange pas. Pour bien sentir l'ouverture. Et en expirant, on laisse d'abord descendre le parapluie et les épaules, puis vous continuez à expirer, pressez le ventre vers l'arrière et vous sentez que vous contractez un peu le périnée et l'anus en fin d'expiration sans arrondir le dos. Inspirez, relâchez le périnée, l'anus, le ventre va avancer un petit peu. Vous mettez la limite, le mur abdominal, les côtes flottantes s'ouvrent et puis la cage thoracique, ça fait vraiment beaucoup de choses, hein. Et tout ça, ça va être d'une simplicité incroyable, hein. Expirez, laissez redescendre le thorax et les épaules, puis compressez un petit peu l'abdominal. Et en fin de course, sans arrondir le bas du dos, vous contractez le périnée et l'anus. Voilà, tout le cycle. Maintenant, vous allez continuer comme ça et vous allez laisser ce mouvement qui a l'air très complexe devenir le plus naturel possible. Soit vous gardez les mains sur la cage thoracique, vous avez besoin de sentir encore bien ce parapluie. J'ai bien dit un parapluie pour que vous sentiez l'ouverture devant, derrière, à droite et à gauche. Pas juste je bombe le torse et je me voûte en expirant. Restez toujours avec le dos droit. Si vous n'avez plus besoin des mains, vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Et c'est ce qui s'appelle la respiration complète yogique, des fois on dit. Votre rythme. Pour l'instant, le rythme, on laisse ça de côté. Ce qu'on a fait là ensemble, c'est encore plus riche que la première vidéo que j'avais enregistrée, bien respirée avec le yoga, qui était bien, mais je rajoute plus d'éléments là. Sentez pas la complexité, sentez la richesse de cette inspiration. Si vous oubliez un petit élément, en fait, c'est pas grave. Essayez de sentir vraiment tout ce qui se passe. Je résiste, ça commence à ouvrir les côtes flottantes, je continue en ouvrant le thorax, et même... Alors il y a quelque chose dont je ne parle pas beaucoup, c'est la clavicule. Parce que je trouve que c'est une respiration stressante, la respiration claviculaire. Donc sachez simplement qu'en fin d'inspiration, quand vous avez bien gonflé le thorax, je ne vous conseille pas d'aller jusque-là. Si vous rajoutez encore un peu pour aller vraiment à fond de l'inspiration, vous allez, avec les muscles du cou, vous allez tirer la clavicule vers le haut. C'est ce qu'on appelle la respiration claviculaire. C'est la respiration des insuffisants respiratoires, de la crise d'asthme, des choses comme ça. Donc quand vous faites la respiration yogique, je ne vous conseille vraiment pas d'aller jusque-là dans l'inspiration. Contentez-vous de finir l'inspiration en gonflant bien le thorax. Voilà. Et puis, bah, en expirant, ça suffit pour tout l'exercice de pranayama du yoga. On n'a jamais besoin de tendre les muscles du cou pour tirer la clavicule vers le haut. Donc, vous oubliez la respiration claviculaire. Vous allez voir quand même qu'en fin d'inspiration, ça gonfle jusqu'en haut, hein. J'ai pas de... Mais vous ne tirez pas avec les muscles du cou, la clavicule.
Voilà. Et alors, c'est passionnant, hein. On pourra encore aller plus loin. Mais là, ça va aller pour aujourd'hui. On vous a vu apprendre d'abord à bien respirer. Et puis ensuite, on va ajouter le rythme. Vous allez petit à petit aller vers j'inspire en comptant jusqu'à 6, mais vous avez largement le temps. 3 secondes avec le ventre qui avance, les côtes flottantes qui s'ouvrent, 3 secondes en gonflant le thorax. Et puis l'expiration, il va aller jusqu'à 12. 6 secondes en laissant passivement descendre le thorax, comme une voiture avec le frein moteur, hein, qui descend la montagne. Puis ensuite, 6 secondes actives où je pousse le ventre vers l'arrière. Et les 3 dernières secondes, je contracte le périnée et l'anus. On peut diviser ça comme ça. Inspiration divisée en 2 parties. Une partie passive où le ventre avance avec quand même une résistance du mur abdominal. Et une partie très active où je monte le thorax. Expiration, la phase, c'est inversé. La phase passive, c'est quand la cage thoracique redescend. Environ 6 secondes. Phase active, je rétracte le ventre et je vais contracter un peu le périnée et l'anus en toute fin de cycle. Continuez à progresser vers 6-12. 6 d'inspiration. C'est magnifique, hein, comme mouvement en fait. Plus on rentre dedans, plus on se dit, il y a plein de choses cachées dans ce... Sentez aussi la gorge. Sur les inspirations, elle est un petit peu plus ouverte puisque ça fait que 6 secondes, donc on laisse un peu plus de débit. Sur les expirations, on serre un peu plus pour que ça dure jusqu'où. Même si vous avez vos propres secondes. Il y a des élèves qui me disent des fois, mais je ne sais pas si c'est vraiment des secondes. Bon, il faut que ce soit un peu lent. 1, 2, 3, 4. Après ce rythme-là. C'est une question de proportion. Si vous voulez simplifier pour vos élèves, vous remplissez un grand bidon d'eau de bas en haut en inspirant. Et on va vider ce bidon d'eau de haut en bas en expirant. Il y a 2 mouvements qui ne sont pas continus en fait. Il y a un mouvement vers l'avant, le ventre qui avance, puis après un mouvement vers le haut pour continuer l'inspiration, la cage thoracique. Puis en expirant, il y a un mouvement vers le bas, c'est la cage thoracique qui descend, et un mouvement avant-arrière, vers l'arrière, c'est le ventre qui recule. Donc c'est ça qui est un peu rigolo aussi, vous sentez le tournant. Vous arrivez petit à petit à inspirer sur 6, expirer sur 12. À tout moment pendant cette séance de pranayama qui est un petit peu longue, vous pouvez vous coucher sur le dos si vous sentez que vous en avez, que ça crée du stress d'être assis, hein, si vous n'êtes pas très habitué. Ensuite, on va préparer notre main droite. Donc Vishnu Mudra, le geste de Vishnu, c'est les 2 derniers doigts ouverts et le pouce. Les 2 derniers doigts et le pouce. Index et majeur fermés. Le pouce pour boucher la narine droite. L'annulaire qui est collé à l'auriculaire pour boucher la narine gauche. Et la prochaine inspiration, vous la faites bien sûr par les 2 narines, comme avant. Et puis la prochaine expiration, par contre, on bouchera la narine droite et on la fait qu'à gauche. 12 secondes à gauche. Et on inspire toujours du même côté où on vient d'expirer. Si vous expirez à gauche, vous inspirez à gauche. Et on change sur l'expire. C'est expirer la prochaine fois à droite. C'est des couples. Expire, inspire d'un côté. Expire, inspire de l'autre. Inspirez toujours par la narine qui vient d'expirer. Et c'est en fin d'inspiration que vous changez de narine pour redescendre de l'autre côté. C'est la petite image de la montagne. Vous grimpez la montagne d'un côté, vous arrivez en haut, vous redescendez de l'autre côté. Vous remontez du côté où vous venez de descendre, et vous redescendez de l'autre côté. Bouchez les narines assez proches de l'os, pas le trou des narines, pas le bout des narines, mais un petit peu plus haut.
pour être bien bien stable. L'épaule droite toujours détendue. Si vous n'êtes pas très habitué, vous allez devoir soutenir le coude droit avec la main gauche au bout d'un moment. C'est pas grave. Maintenant, chaque fois que vous arrivez en haut de la montagne, en fin d'inspiration, vous bouchez les deux narines, vous regardez le paysage pendant une petite seconde, 3 secondes, 4 secondes, avant de redescendre de l'autre côté. Pendant la rétention, gardez bien les deux narines bouchées. Ne serrez pas trop fort, mais serrez suffisamment pour que ce soit bien hermétique. Si vous avez une narine bouchée, vous pouvez tricher un petit peu sur l'inspiration. Vous pouvez laisser un petit peu l'autre narine inspirer. Ne pas créer de tension, hein, c'est surtout ça. Si vous avez deux narines bouchées un jour, peut-être pas aujourd'hui, à ce moment-là, vous posez les deux mains sur les genoux, vous faites mentalement. Bien sûr, vous allez inspirer un petit peu par la bouche, ou vous allez sentir, vous allez imaginer que vous inspirez que par une narine, que vous expirez que par l'autre. Je crois que c'est dans la Kumbhaka Padati où il est écrit que si on ne peut pas le faire manuellement, on le fait mentalement. Donc c'est décrit, hein, oui, c'est dans la Kumbhaka Padati. Qu'est-ce qui va progresser au niveau du rythme? C'est la petite rétention. Pour l'instant, à chaque inspiration, vous bouchez peut-être les narines quelques secondes. Ça va devenir plus tard 24 secondes pour atteindre le rythme de 6, 24, 12. J'inspire sur 6, je retiens plus tard dans 3 mois si vous pratiquez tous les jours sur 24 et j'expire sur 12. Mais très souple. En yoga, il faut beaucoup, beaucoup de rigueur et beaucoup, beaucoup de souplesse. La rigueur, c'est de pratiquer tous les jours, c'est de faire bien attention à ce qu'on fait, d'être bien concentré. Et la souplesse, c'est d'accepter que ce ne soit pas 6, 24, 12, mais peut-être 6, 6, 10 aujourd'hui. Inspiration 6, rétention 6, expiration 10. Très souple dans la structure, et petit à petit, ça va progresser, ça va devenir énorme. Comme une pousse d'arbre qui va devenir hyper solide. Mais au début, bah, c'est une petite pousse, vous tapez, ça bouge, quoi. Si vous retenez le souffle plus de 10 secondes aujourd'hui ou plus tard, vous allez toujours boucher les deux narines et vous allez laisser le menton descendre vers la clavicule, tirer la clavicule vers le menton pendant la rétention. Reculez bien le ventre, contractez le périnée et l'anus et les tirez vers le haut. Ça, c'est pendant la rétention. Et avant d'expirer, vous détendrez tout de bas en haut. Périnée, anus, ventre, on remonte le menton. Et on expire par la narine opposée. Ce qu'on appelle les trois bandhas, ou bandha traya ou tribandha. Le but étant de conserver le prana, conserver l'énergie, ou plutôt maintenir l'énergie pour la calmer à l'intérieur du tronc, pour qu'on la bloque par le haut avec Jalandhara Bandha, cette contraction de la gorge, ce verrou de la gorge. Et en bas, en faisant monter le périnée et l'anus dans Mula Bandha, contraction de la racine. On va continuer pendant 10 minutes, tout en douceur. Si vous sentez que ça fatigue trop, vous couchez sur le dos, vous faites mentalement, sans la main à ce moment-là.
L'idée de cette respiration qu'on peut déjà appeler un pranayama, c'est de purifier les canaux d'énergie à l'intérieur du corps. Alors j'en dis pas plus pour ce matin. Je vous en dirai peut-être plus tout à l'heure pendant la relaxation ou la méditation. Mais sachez que c'est un nettoyage, justement, Nadi Shodhana. Shuddha, Shuddha, c'est la pureté. Shodhana, le nettoyage. Quand vous respirez comme ça, vous êtes en train d'équilibrer les deux parties du corps, les deux parties de votre personnalité aussi, et de nettoyer les conduits énergétiques à l'intérieur du corps.
Maintenant, continuez tranquillement et vous allez finir la prochaine expiration à gauche. Donc quand la prochaine expiration se présente à gauche, peut-être pas tout de suite, peut-être la prochaine fois, ce sera la dernière expiration pour cet exercice. Bravo pour votre stabilité. Nadine sur le dos, c'est très bien aussi. Quand vous aurez terminé, vous pourrez poser la main droite sur le genou droit et prendre quelques respirations. Cette respiration ne crée pas tout de suite de la fraîcheur et de la légèreté, ça va venir plus tard, peut-être même plus tard dans la journée, hein. C'est tout à fait normal. Vous sentez que peut-être dans la gorge, à l'arrière de la langue, ou même dans le corps, vous avez un sentiment de chaleur. C'est très bien, hein, c'est fait pour. Cette chaleur, c'est une chaleur qui purifie aussi. On va rétablir aussi là l'équilibre avec une respiration rafraîchissante qui est Shitali. Alors Shitali, c'est la langue en tube. Si vous n'arrivez pas à mettre la langue en tube, vous allez inspirer non pas par la langue, mais entre les dents, avec la langue juste derrière les dents, en créant une espèce de sifflement à chaque inspiration. Donc les inspirations, ça va être soit par le tube, si vous arrivez à faire le tube avec la langue, soit entre les dents, avec la langue pas loin derrière pour créer un sifflement. La rétention, ça va être juste 5 secondes. Et expiration 12, comme dans l'exercice précédent, tout doucement, une belle expiration. Okay. Plus simple, c'est plus simple. Le tube ou entre les dents. Petite rétention, 5 à 6 secondes. Expiration ensuite 12, tout doucement. Alors, c'est pas une respiration qui va vous donner froid, qui va vous faire grelotter de froid. Bon, si vous avez froid, vous vous couvrez par contre. Mais c'est une respiration qui va créer de la fraîcheur même dans le mental. C'est très différent, la fraîcheur et avoir froid. On peut se sentir frais à l'intérieur quand il fait très très chaud. Alors, sur chaque inspiration, vous sentez le froid qui va taper, qui va rafraîchir la gorge. Alors, il n'y a pas de risque d'avoir une angine, ça n'a rien à voir. C'est juste du froid, une sensation de froid. Pendant la rétention de quelques secondes, vous sentez ce froid qui s'accumule comme un point blanc, une tache blanche au niveau de la gorge. Et en expirant, vous pouvez baisser un petit peu le menton et sentir cette fraîcheur qui va couler et qui va remplir tous les petits canaux du corps, les vaisseaux sanguins, les nadis, si vous visualisez les nadis, jusque dans le bout des doigts, le bout des orteils, les jambes. C'est comme un fluide rafraîchissant. Puis à nouveau, prochaine inspiration, pareil, l'arrière de la gorge, la langue, l'arrière de la gorge qui se rafraîchissent. Pendant la petite rétention, on va concentrer cette fraîcheur et pendant l'expiration, la laisser couler doucement et remplir tout le corps et même remonter dans le cerveau, descendre partout. Je vous laisse faire 6 minutes de l'exercice de votre choix, soit la langue si vous arrivez, soit entre les dents, qui est très bien aussi, hein. C'est Sitkari. Sitkari, la respiration sifflante, c'est entre les dents. Soit la langue Shitali, la respiration rafraîchissante. Sentir une fraîcheur même, bon, évidemment dans la gorge, la bouche, mais aussi les bras, peut-être même le tronc, le cerveau, le torse, même le ventre.
Ce pranayama, l'un ou l'autre, donne la capacité au yogi de résister à la faim, à la soif, au sommeil, de devenir semblable à Kamadeva, le dieu de l'amour. Ça, c'est surtout pour le deuxième exercice que c'est décrit comme ça dans la Hatha Pradipika. Mais les deux exercices ont des effets semblables, hein. Donc c'est beaucoup plus que juste quand il fait chaud, on fait ça et puis on sent moins la chaleur. C'est vrai que ça peut avoir cet effet-là, mais il y a vraiment un aspect très profond sur le corps. Et je l'utilise ce matin comme un équilibrage. Prenez ma précédent. Vous allez sentir l'équilibre après pendant la méditation. Dernière minute.
Dernier cycle, finissez votre cycle. Ensuite, vous respirez tranquillement. Si vous êtes très à l'aise dans votre asana, si vraiment vous sentez qu'il est très très stable, vous pouvez rester pendant les 10 minutes de méditation. Sinon, vous pouvez vous coucher sur le dos, vous couvrir, être vraiment à l'aise. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise. Donc, comment vous allez être à l'aise? En position assise ou en position couchée. Être à l'aise et ne pas s'endormir. Voilà, c'est le contrat. Donc ne vous sentez pas obligé à rester en position assise, ni inversement à vous coucher. Vraiment, sentez-vous libre. Ce qu'il faut, c'est le maximum d'efficacité pour la méditation. Et petit à petit, votre asana il va devenir comme une petite maison où vous êtes bien installé, vous n'avez plus envie d'en sortir. Voilà, dans tous les cas maintenant, quelle que soit votre position, soyez bien, fermez les yeux et respirez tranquillement avec le ventre. On va ramener la respiration simplement dans le ventre. Sentez la fraîcheur qui vient de... C'est une fraîcheur très intérieure, hein. C'est pas la peau qui a froid, on grelotte, c'est vraiment une... Sentez presque, on pourrait dire, un effet anti-inflammatoire. Alors je sais pas, je peux pas mesurer, je vous ai pas fait une prise de sang avant et après, mais on peut sentir que des fois quand on a trop mangé trop de, je sais pas, trop de trucs excitants, de la viande, trop gras, on a chaud quoi. On sent que le corps il est, ça chauffe. Et là, au contraire, vous sentez que le corps, en plus, si vous êtes à jeun, il est vraiment frais, quoi. Frais, il ne faut pas avoir froid, couvrez-vous si vous avez froid. C'est pas dans le contrat d'avoir froid. Respirez tranquillement et on va partir ensemble, toujours en voyage vers nous-mêmes. C'est ce qu'on va trouver à la fin, ce qu'on a déjà trouvé ce matin sous forme d'un diamant étincelant. Aujourd'hui, on va voyager un petit peu dans l'anatomie subtile des yogis. L'exercice qu'on a fait au début, la respiration par narine alternée, c'est une purification de ce qu'on appelle les nadis. Les nadis. Alors, les nadis, on peut croire que c'est les vaisseaux sanguins, mais dans les représentations des nadis par les yogis, ce ne sont pas les vaisseaux sanguins. Ça ne correspond pas. On peut dire c'est peut-être les vaisseaux lymphatiques, les canaux lymphatiques. Non plus. Bien que certains correspondent. Et puis, on peut dire c'est peut-être les fascias. Bon, ça correspond plus ou moins, mais pas non plus. On a toujours l'impression qu'on va trouver ce que c'est que les nadis. Alors, si le prana c'est l'électricité, comme certains le pensent, peut-être que les nadis c'est les nerfs. Ça ne correspond pas tout à fait non plus. Ou pas du tout même. À part l'axe vertébral, qui est si important pour les yogis, qui correspond effectivement à la moelle épinière. Donc les nadis, on va les définir autrement, on va les définir comme des lignes de conscience, des lignes par lesquelles la conscience circule dans le corps. Et puis si elle ne circule pas encore par ces lignes, on va les rendre conscientes par des exercices de yoga. Et quand ces lignes sont conscientes, en tout cas les trois principales, certains effets qui, eux, sont bien réels, vont arriver. Donc c'est des lignes de conscience qu'on forme, qu'on ressent spontanément ou qu'on va ressentir avec un peu d'entraînement. Et à ce moment-là, certains effets très puissants se produisent sur le corps physique, y compris. Voilà. Certaines personnes règlent le problème en disant ces canaux d'énergie ne sont pas dans le corps physique, ils sont dans le corps subtil. Alors oui, ils sont même dans le corps mental. C'est pour ça qu'on les travaille par la concentration. Les trois canaux sont les suivants. À gauche,
partant de la narine gauche et descendant le long de la partie gauche du corps à l'intérieur du tronc. Certaines personnes, certains yogis disent que ça croise 3 fois la colonne vertébrale. D'autres yogis la font descendre en ligne droite, le long de la partie gauche du corps, jusqu'au périnée. Un tube d'énergie, un tube de conscience, de la narine gauche à la partie gauche du périnée. Et même ça, ça dépend des yogis. Il y a des représentations qui sont différentes. Des représentations qui font partir toutes les nadis du cœur. Donc c'est bien des lignes de conscience, évidemment, ça dépend des yogis, mais il y a des points communs qui font que c'est très efficace. Nous allons entrer sur ces nadis. À gauche, narine gauche, périnée. On appelle cette nadi, ce tube d'énergie, Ida Nadi ou Chandra Nadi. Chandra, c'est la lune. Généralement, on associe cette nadi à la couleur bleue, à la lune, à l'eau, un état d'esprit calme. Quand la conscience prédomine dans cette nadi, un état d'esprit calme mais peut-être un peu amorphe, un peu trop relâché, survient. Et naturellement, vous avez compris qu'en miroir, de l'autre côté, partant de la narine droite, arrivant au périnée, couleur rouge, soleil, Surya Nadi, Pingala Nadi. Surya, c'est le soleil. Surya. Et cette nadi solaire, quand elle prédomine, certains yogis disent tout simplement quand la narine droite prédomine ou quand la narine gauche prédomine. C'est un petit peu plus compliqué que ça pour les personnes qui ont une cloison nasale qui n'est pas vraiment droite. Mais on dit, les yogis disent que la narine qui prédomine alterne toutes les 90 minutes. En fait, vous pouvez observer chez vous pendant une journée si vous êtes curieux. En tout cas, quand la conscience est amenée dans la nadi de droite, qui descend de la narine droite et qui va jusqu'au périnée, l'état d'esprit qui correspond est un état d'esprit solaire, le rajas, la force, potentiellement l'orgueil, la domination, l'impression qu'on peut tout faire. On a ces deux aspects vraiment chez les gens qui sont, mais vraiment les malades qui sont ce qu'on appelle maintenant une maladie bipolaire. Il y a trop à droite, et puis on voit ce que ça fait. Des gens qui mettent même leur vie en danger par moment, dans une espèce d'euphorie. Et puis à gauche, c'est les phases où ces gens vont pas bien, hein. Ils sont enfermés, ils sont peut-être calmes, mais c'est pas un calme, c'est pas agréable. Donc, trop de l'un, trop de l'autre, se disent les yogis, c'est un déséquilibre. Donc on va amener la conscience au centre. Là, vous allez vous concentrer sur un tube qui serait la moelle épinière. Certains yogis, certaines personnes disent ça, c'est un peu devant la moelle épinière. C'est peu importe, vous sentez un tube qui monte le long de l'axe vertébral, du périnée, jusqu'au sommet de la tête en passant par la nuque. Continuez à respirer, sentez cette colonne. Vous pouvez même sentir l'air, la conscience qui monte sur les inspirations. Périnée, puis le coccyx, tout le long de la colonne vertébrale à l'intérieur, la nuque jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez retenir le souffle quelques secondes au sommet de la tête. Et en redescendant, vous faites coulisser la conscience comme ça le long de ce tube jusqu'en bas et jusqu'au périnée. On va faire monter et descendre comme ça la conscience le long de la Sushumna. Sushumna, c'est ce qu'on essaie d'éveiller avec le yoga. C'est de rendre conscient, tout simplement. N'allons pas plus loin dans les explications, mais sentez simplement. Faites circuler un petit ascenseur de conscience le long de ce tube sur les inspirations. L'ascenseur va monter. Et sur les expirations, l'ascenseur va descendre.
en douceur. Nadi Shodhana, cet exercice va équilibrer les deux nadis. Pensez à un funambule avec un long bâton qui équilibre. Il ne tombe pas sur la gauche, il ne tombe pas non plus sur la droite. Le bâton reste bien parallèle au sol et le funambule, à un moment donné, a l'impression qu'il a trouvé l'axe parfait. Recherche, comme si toutes ces chutes qu'il avait faites, c'était pour trouver l'axe. Et il y a un beau jour, il est vraiment dans une parfaite condition d'esprit et il sent qu'il a trouvé l'axe parfait. Et cet axe parfait, c'est la Sushumna. Et par l'équilibrage ou le nettoyage, on dit que les deux nadis ensuite deviennent inertes. Ben, c'est comme le funambule, pencher à droite, ça n'existe plus, pencher à gauche, ça n'existe plus. Il reste plus que le centre. Et alors l'énergie peut monter. D'abord le prana peut circuler dans la sushumna librement. Purification des nadis. Purifie à droite, on purifie à gauche et en équilibre. Vous pouvez terminer la prochaine expiration en ramenant l'énergie au périnée. Puis ensuite, quelques cycles respiratoires en sentant simplement l'équilibre. Vous n'avez rien besoin de faire. Ressentez simplement. Moins besoin de parler, moins besoin de penser, moins besoin de bouger, moins besoin de respirer. Respirez quand même. Gardez un mouvement léger. Voilà comment on arrive en douceur par le pranayama à la méditation. Vous avez vu, ça vous a amené petit à petit. Jusque là. Le pranayama vous dépose ici. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande expiration. Continuez à respirer. On va étirer un petit peu les bras, les jambes. Si vous souhaitez, que vous soyez assise, assis ou couché, comme vous voulez. Voilà tout le voyage de bas en haut, hein, le corps, les jambes, les postures physiques, puis après pranayama, et là, on est monté. Vous revenez à votre rythme dans une position assise. Et en inspirant, vous pourrez lever les bras et joindre les paumes des mains au-dessus de la tête. Expiration, mains ensemble au centre du thorax. Baissez le menton. Prenez encore quelques respirations en sentant l'équilibre.
Sur la prochaine expiration, vous pourrez reposer les mains sur les genoux. Et en inspirant, ouvrir doucement les yeux. Prenez conscience de cet équilibre, de cette stabilité du regard. Merci à tous. Namasté. Voilà. Très bien. Eh ben, je pense que tout le monde a l'air bien, détendu. Si cette sensation d'ouverture, donc peut-être essayer de... Si vous avez le luxe de pouvoir manger tranquillement, peut-être même le luxe de la solitude. Des fois un luxe, des fois c'est un peu trop, mais... Enfin j'imagine, ça fait longtemps que... Mais bah, profitez-en pour manger tranquillement, pour maintenir un petit peu ce flux. Après le repas, ce sera tranquille. Vous pourrez vous asseoir dans un endroit confortable et puis on fera un petit peu de découvrir l'histoire de Sri Nisargadatta Maharaj. D'accord. Et ensuite, on reprendra une séance de posture et pour finir, pranayama, méditation. Voilà. Ok. À tout à l'heure. On reprend à quelle heure? Reprenons à 14h10. Hmm. Ouais, on se laisse 2 heures quand même, 2 heures pour... Ouais. Ok. Alors, À tout À à tout l'heure. à l'heure. à tout à l'heure. Merci. Merci. Bastien, tu sais, je fais que la demi-journée, donc je vais Ah oui, avoir... Carole, ouais. Ouais. C'est Alors, on va écouter. pareil, Sébastien, je te Ouais, remercie c'est vrai, beaucoup. je me rappelle. Bah, merci beaucoup, Gaël. Merci, Carole. Matinée. Cette matinée fait un tout assez cohérent, hein, donc c'est bien. Oui, tout à fait. J'ai bien Ouais. apprécié. Merci beaucoup. Super. Eh ben, merci à toutes les deux. À bientôt. Merci. Bon À bientôt. après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.